Bonjour, pour aujourd'hui, la question, ça sera la méthode scientifique. Voilà, donc j'ai préparé le PowerPoint habituel que je j'ouvre ici, le voici, et cette méthode scientifique, on va le prendre, on va l'illustrer avec la gastronomie moléculaire, donc qui est une discipline scientifique à ne pas confondre avec la cuisine moléculaire. Voilà. J'ai beaucoup réfléchi sur la première image à mettre. Ici, j'ai mis une représentation du graphène. Le graphène, c'est une découverte qui a été faite il y a quelques années, qui a valu le prix Nobel à ses découvreurs. Et l'idée était toute simple, il s'agissait de mettre en gros un bout de scotch sur du charbon. Et quand on soulève, on récupère une couche avec une seule épaisseur d'atome. Et c'est ça ce graphène. Donc le graphène, mettre du scotch sur du charbon, c'était à la portée de tous, c'était sous les yeux de tous, et donc c'était véritablement une découverte. Alors une découverte, on pense à Albert Einstein qui disait soulever un coin du grand voile. Et ben là, on a soulevé un coin du grand voile graphitique, puisque les atomes de carbone dans le graphène sont organisés comme dans le graphite. Alors allons-y. En commençant par une observation, une hypothèse d'ailleurs, je ne suis pas absolument certain que ce soit juste, mais je crois quand même qu'il y a un intérêt à le penser ainsi, qu'une activité humaine se définit par un but et une méthode. Alors un but, pensons une destination, donc par exemple le chemin de gauche se dirige vers une certaine destination, et évidemment si on a une autre destination à droite, ben, on a un autre chemin. Alors, comparaison n'est pas raison, les métaphores, c'est toujours des métaphores, mais quand même, j'ai l'impression qu'on a intérêt à avoir un objectif assez clair. Alors, pour la science, l'objectif, on y reviendra, mais c'est bien d'explorer les mécanismes des phénomènes, de découvrir des objets du monde, de soulever un coin du grand voile, disons-le différemment. Et évidemment, il y a une méthode, et cette méthode, c'est pas la même que celle de l'artiste qui veut produire de l'émotion. C'est pas ça dont il s'agit. Enfin bref, je reste pour moi avec cette idée, cette image-là, cette idée-là, et je vous la propose. Je vous la propose comme on tend une discussion à des amis. Alors, en vrai, la science, elle n'est pas arrivée immédiatement. Le besoin de comprendre, sans doute avec l'être humain, mais peut-être aussi les animaux, mais en fait, il y a d'abord eu la question technique, c'est-à-dire que on a chassé, on a cueilli, on a ensuite fabriqué des outils. Et fabriquer des outils, c'est tailler des pierres, c'est bien une question technique. Et la technique, c'est du verbe, enfin du grec techné, faire. La technique, elle fait. Alors, elle fait des gâteaux à gauche, mais elle fait aussi du soin pour les médecins. Je n'injurie pas les médecins en disant que ce sont des techniciens, puisque c'est le grand Claude Bernard qui l'a déjà dit dans son traité de médecine expérimentale. Et donc, il y a de la technique partout. C'est ce qui fait que nous avons des voitures, des vêtements, des cosmétiques, des aliments, des médicaments, des ordinateurs, etc. Alors, à droite, il y a donc la science, lever un coin du grand voile, ici aller lire le livre de la nature pour certains, et au milieu, il y a la technologie. Alors, la technologie est un statut assez mal compris, d'abord parce que on confond souvent technologie et technique, mais c'est véritablement au milieu, c'est-à-dire que on cherche à comprendre la technique en vue de l'améliorer. Alors, c'est pas une activité scientifique, on ne cherche pas à lever un coin du grand voile, même si on peut le faire en cours de route, mais l'objet c'est quand même de rester près de la technique. Et alors il y a des gens qui disent ingénierie, technologie, enfin on va pas épiloguer là-dessus, c'est pas l'objet, puisqu'on se rappelle que l'objet c'est la méthode scientifique. Quelle est cette méthode scientifique? Alors, avant d'y arriver, je vais quand même rester
avec un exemple qui est celui de la chimie. La chimie donc est née de l'alchimie. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un ésotérisme terrible, la pierre philosophale, l'élixir de longue vie, transformer le plomb en or. Voilà de l'alchimie, voilà du fantasme, voilà de l'ésotérisme. Et puis il y a eu quand même une branche de la chimie qui est passée par une alchimie expérimentale, c'est-à-dire qu'il y avait bien sûr ceux qui ésotérisaient, et puis il y avait les autres, ceux qui pratiquaient, et on représente ici la découverte du phosphore, donc par calcination d'urine, pendant très très longtemps, et donc cette matière brillante qui était découverte, qui était véritablement découverte, hein. Et donc on voit qu'il y a on avait un projet qui était un projet étrange, qui arrive à une découverte. Le passage par la chimie, CHY, on peut nommer ainsi cette, disons, alchimie expérimentale, a conduit à la chimie moderne avec Lavoisier, pour lequel l'essentiel c'est la mesure, la pesée, la balance. Alors, on a dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les Grecs le disaient déjà. On ne l'a pas trouvé dans les écrits de Lavoisier, qui est représenté ici avec son épouse. Et en revanche, Lavoisier a bien posé le statut de la chimie comme une science expérimentale, mais j'aime pas l'expression, donc une science de la nature, disons plus simplement. Alors on verra plus loin pourquoi j'aime pas le mot science expérimentale, que j'ai pourtant utilisé moi-même. Bon, alors le projet, il est clair. Les sciences de la nature explorent les phénomènes. Donc on cherche les mécanismes, cherche les objets, cherche les phénomènes eux-mêmes, parce qu'une montagne, c'est un phénomène. Le graphène est une sorte de phénomène, c'est une organisation des atomes de carbone en feuillet graphitique. Donc le projet, il est clair. Il ne s'agit pas d'améliorer la technique, il ne s'agit pas de créer du sentiment, il s'agit donc d'explorer les mécanismes des phénomènes. Alors, ce projet est né avant Lavoisier, notamment avec Francis Bacon, un personnage tout à fait extraordinaire, homme politique, philosophe, on devrait dire philosophe de la nature, puisque le grand Isaac Newton a intitulé ainsi son livre. Bon, et Bacon écrit très très bien que pour ce projet des sciences de la nature, donc il faut compter, mesurer, peser, enfin, il faut manifestement du nombre dans cette affaire. Alors, un peu après lui, Galilée le dit différemment, sans doute mieux. La première chose, c'est de préférer l'expérience à tout raisonnement. Donc, on refuse absolument l'autorité, que ce soit l'autorité d'Aristote, l'autorité du pape, l'autorité de quiconque. Il y a donc le résultat expérimental. Et puis, la raison pour laquelle j'ai dit que je n'aimais pas l'expression science expérimentale, c'est qu'en réalité, Galilée dit très bien que le monde est écrit en langage mathématique. Alors, il y a donc le phénomène, l'expérience, effectivement, mais l'expérience, c'est aussi la mesure c'est du nombre, et les nombres, on les réunit en équations. Et c'est bien ça que comprend très bien Galilée, qui donc est un père de la physique, certainement. Je représente ici la méthode des sciences de la nature. Alors, il y a des débats pour savoir si la cosmologie procède ainsi, etc. Mais enfin, restons simples et commençons comme ça. Numéro 1, on a un phénomène. Alors, ici, c'est une montagne, mais il y en a d'autres des phénomènes sur cette image. Il y a le fait qu'il y a des neiges au-dessus d'un certain niveau. Il y a le fait que la végétation soit plutôt verte. Il y a le fait que le ciel soit bleu. Alors, il faut en sélectionner un. Par exemple, la montagne. On veut comprendre pourquoi il y a une montagne. Il n'y a pas des montagnes partout, mais là, il y en a une.
Alors effectivement, on va mesurer, c'est-à-dire qu'on va mesurer la pente de la montagne en fonction de l'altitude, on va carotter, c'est-à-dire qu'on va faire des analyses de la matière de la montagne, enfin, on va s'y prendre expérimentalement. Et puis ces tableaux de nombres que j'ai représentés à droite, ils sont innombrables, et alors on va les réunir en équations. Alors parfois on appelle ça un ajustement. Alors on a appelé ces équations des lois, mais je propose d'oublier ce terme, parce qu'une loi, c'est quelque chose de décidé, de réglementaire, enfin, on va dire, alors qu'ici, ce sont des équations. Il faut dire que ce sont des équations. N'ayons pas peur, ce sont des équations. Alors, elles peuvent avoir différentes formes, mais on dira plus justement que ce sont des équations. Et ces équations, on les réunit en théorie. Alors, il ne s'agit pas simplement de mettre les équations ensemble, il s'agit aussi d'y introduire des notions, mais des notions quantitatives, c'est-à-dire, par exemple, la température. La température mesure la chaleur, si on peut dire. Ou par exemple, la vitesse, l'accélération, l'énergie qui est partout dans le monde, la masse, enfin bref. Et donc, ces concepts font une théorie, et ces concepts sont des descriptions quantitatives qui vont donc décrire le phénomène. Alors, une théorie est toujours insuffisante, c'est toujours approchée. Et c'est ça la grande leçon de l'histoire des sciences, c'est qu'on ne peut donc pas démontrer une théorie, on peut simplement en chercher une conséquence logique, c'est une prévision expérimentale, numéro 5, et ensuite on la teste. Alors on la teste non pas en vue de la confirmer, mais plutôt de la réfuter. La réfuter parce que, comme la théorie est fausse, il s'agit bien de montrer en quoi elle est insuffisante pour ensuite l'améliorer. Et c'est pour ça qu'il y a cette grande flèche à droite qui repart vers la mesure, l'ajustement, la théorisation. Et on voit très bien qu'il y a ce jeu alterné entre théorie et expérience. Et il vaut donc bien mieux parler de science de la nature que de science expérimentale. Alors, pour la gastronomie moléculaire, qui est la discipline que je pratique, c'est exactement la même chose. Alors, je prends un exemple très ancien, il date des années 1980. Le Larousse gastronomique écrivait que les soufflets gonflent parce que les bulles d'air se dilatent à la chaleur. Bon, pourquoi pas? Voilà une théorie. Alors, à l'époque, j'ai appliqué cette équation qu'on voit ici, PV égale nRT. Ça s'appelle la loi des gaz parfaits. Ça décrit le comportement des gaz, et en particulier de l'air, des bulles d'air. Et ainsi, on calcule que le soufflet peut gonfler d'à peu près 30%. Donc, c'est très insuffisant comme théorie. Et voilà pourquoi j'ai mesuré la pression, la température dans des tas de soufflets. Et finalement, j'ai découvert que l'eau s'évapore. Et quand l'eau s'évapore par le fond, elle pousse les couches vers le haut, et c'est ainsi qu'avec un petit soufflet de 100 grammes, on peut faire jusqu'à 10 litres de soufflet. Alors, on n'y arrive pas pour plein de raisons, mais parce que la théorie est insuffisante. Elle est insuffisante parce qu'il faut dire que l'eau s'évapore, et par exemple, elle a plus de mal à passer dans des blancs d'œufs bien fermes que dans des blancs d'œufs pas fermes. Ce sont les deux images au milieu en bas. Mais aussi, une fois qu'elles arrivent au sommet, elles s'en vont. Et elles sont perdues pour le gonflement. Et voilà pourquoi ici, l'image en haut à droite, on a fait une croûte sur le soufflet pour le faire gonfler davantage. Et effectivement, le soufflet gonfle davantage. On a même été jusqu'à faire des soufflets sans battre les blancs en neige pour bien montrer que le phénomène de l'évaporation était essentiel. Donc on voit bien sur cet exemple simple et ancien, la méthode, c'est exactement la même que celle qu'on a décrite précédemment. Voilà, alors maintenant, je reviens sur ce paysage, donc la technique, la technologie, les sciences de la nature. Je mets ces choses au même niveau, c'est-à-dire que je ne mets pas les sciences plus haut que la technique ou inversement. Ce sont des activités séparées qui ont leur intérêt différent. Elles ont donc des objectifs différents, des chemins différents. Il y a des relations entre les trois, mais il n'y a pas de hiérarchie. Comme l'aurait fait Auguste Comte. Maintenant, il faut placer les choses. C'est-à-dire que à gauche, j'ai représenté la chimie, la physique, la physico-chimie, voilà, qui sont des sciences de la nature. Les sciences des aliments sont en partie
dans cela, mais en partie aussi dans la sociologie, dans l'histoire, dans la géographie. Ce sont des sciences, mais ce n'est pas des sciences de la nature. La gastronomie moléculaire et physique, elle, est manifestement du côté de la physico-chimie. Et d'ailleurs, son nom l'indique, gastronomie moléculaire et physique, ça comprend la chimie, la biologie, la physique. Et alors, il y a effectivement des applications. Alors, toute cette chimie, physique, physico-chimie a des applications en pharmacie, en cuisine, en cosmétique, et ça peut être aussi d'autres applications, la fabrication de pneus, la fabrication de peintures, de vernis. Donc on voit bien les sciences de la nature et leurs applications. Voilà. Maintenant, on voit bien aussi que, je reviens à mon image initiale, que les objectifs sont différents et les chemins sont différents. Pour l'aliment, c'est la même chose. La technique produit des mets, la technologie alimentaire améliore tout ça, et la gastronomie moléculaire produit des mécanismes. Voilà. Donc j'espère qu'on a bien retenu que la méthode des sciences de la nature, et c'est la méthode scientifique, est une méthode bien particulière qui nous porte.